Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Pierre Hachash et Waref Sleiman sont libres. Les deux activistes du mouvement civil avaient été arrêtés le 8 octobre dans le centre-ville de Beyrouth. Moscou annonce avoir bombardé 49 cibles terroristes en Syrie ces dernières 24 heures, dont des positions du Front Al-Nosra et du groupe État islamique. L'ambassadeur français convoqué par le ministère israélien des Affaires étrangères après la proposition par Paris d'une présence internationale sur l'esplanade des mosquées. On commence ce journal par cette information. Au moins 4 personnes ont été tuées dans une explosion à Ersal, dans la région de Wadi Haib, selon l'ANI. On ne connaît pas encore l'origine de cette déflagration qui a fait au moins une dizaine de blessés. Peu avant, le Daily Star a fait état de 8 morts et 11 blessés. Selon des sources sécuritaires citées par le site, la majorité des victimes font partie du Front Al-Nosra, actif entre autres au niveau de la frontière. L'explosion s'est produite dans un campement de réfugiés syriens à proximité d'un parc d'attractions. Ersal a été le théâtre de violents combats entre l'armée libanaise et les djihadistes en août 2014. La Cour de cassation militaire a accepté les demandes de libération des deux activistes Pierre Hachash et Waref Sleiman qui avaient été arrêtés suite aux émeutes qui avaient eu lieu le 8 octobre dans le centre-ville de Beyrouth. Samedi et à maintes reprises, le mouvement citoyen Vous Puez s'était mobilisé pour réclamer la libération des deux activistes. Après 12 jours de détention provisoire, ils sont enfin libres. Pierre Hachash et Waref Sleiman avaient été arrêtés le 8 octobre en marge d'une manifestation anticorruption au centre-ville de Beyrouth. Il faut que toute la classe politique corrompue soit emprisonnée et les détenus actuels qui n'ont aucun piston soient relâchés. Ils provoquent les manifestants. Comment voulez-vous qu'ils les soutiennent? Nous allons reprendre notre mobilisation. Les deux activistes avaient été arrêtés pour avoir secoué les barrières métalliques et les fils barbelés érigés par les forces de l'ordre, place des Martyrs. Un motif rejeté par les avocats des activistes qui ont dénoncé une campagne d'arrestation arbitraire et la politisation de la justice. Ce lundi, la Cour de cassation militaire a tranché en faveur de leur libération. Leur caution a été fixée pour chacun à 500 000 livres libanaises. Une gifle pour le juge d'instruction militaire Riyad Abourida qui rechignait à statuer sur leur cas avant la fin de l'examen des bandes vidéo. Samedi dernier, le mouvement citoyen Vous Puez s'était mobilisé pour réclamer la relaxe des deux activistes. Une mobilisation marquée également par un sit-in permanent devant le tribunal militaire et la tentative d'un jeune homme de s'immoler par le feu en guise de solidarité avec les détenus. Une loi électorale basée sur la proportionnelle en échange de la fin du blocage de la présidentielle. Le Hezbollah serait prêt à un tel compromis. C'est ce qu'indique Samir Jaja dans un post sur Twitter. Le chef des forces libanaises a réagi à l'escalade verbale entre le courant du futur et le parti de Hassan Nasrallah. Et le chef du Hezbollah, que le député Ahmad Fatfat accuse quant à lui de procrastination dans le dialogue avec sa formation du courant du futur. Ces pourparlers portent sur 2 points principaux, la vacance de la présidence de la République et la sécurité dans la Bekaa. Sur ce dernier point, Ahmad Fatfat estime que le Hezbollah n'a fait aucun compromis depuis 1 an et demi. Nasrallah avait fustigé ceux qui l'accusent d'assurer une couverture à des repris de justice dans la Bekaa. L'enquête se poursuit en Arabie Saoudite, 3 semaines après la bousculade qui a fait près de 1850 morts à Mina. Chose rare, depuis le début du drame, le prince héritier s'est exprimé et s'est dit rassuré quant au déroulement de l'investigation. Rabad Mennayev a demandé aux enquêteurs de poursuivre leurs efforts pour déterminer les raisons de l'accident. Le prince préside la haute commission du Hajj chargée d'organiser le pèlerinage annuel. Des pèlerins ont attribué le drame à une mauvaise gestion du mouvement des fidèles. Les responsables saoudiens ont quant à eux mis en cause un manque de discipline de la foule. Et l'enquête se poursuit aussi en Turquie. Les autorités turques confirment l'identité de l'un des auteurs du double attentat suicide. Le 10 octobre dernier, 102 personnes sont mortes dans l'explosion devant la principale gare d'Ankara.
Selon le Premier ministre, l'enquête se poursuivait au sujet du deuxième kamikaze. 15 personnes ont été interpellées en lien avec les attentats, dont 4 ont été maintenues en détention, précise Ahmet Davutoglu. Le drone abattu par l'armée turque vendredi est de fabrication russe. Ahmet Davutoglu confirme l'information avancée par Washington. Selon le Premier ministre, l'engin pourrait appartenir à une milice kurde combattant en Syrie. Moscou ayant assuré que ces appareils déployés en Syrie fonctionnent normalement. Davutoglu a toutefois appelé la Russie à adopter une conduite plus prudente. L'aviation russe a annoncé par ailleurs avoir bombardé 49 cibles terroristes en Syrie ces dernières 24 heures, dont des positions du Front Al-Nosra et du groupe État islamique. Le ministère russe de la Défense affirme notamment avoir mis en déroute des centaines de combattants de l'EI qui auraient fui vers Marj al-Sultan au nord de la capitale syrienne. Le groupe État islamique comprend des combattants français, ce qui suscite des critiques quant aux frappes menées par Paris contre l'EI. François Hollande a affirmé que les raids visent notamment des lieux où des terroristes s'entraînent pour mener des combats en Syrie. On écoute le président français. Il y a aujourd'hui à peu près 600 Français qui sont sur les zones de combat, Syrie, Irak. Et nous avons la certitude que ceux-là, à un moment ou à un autre, peuvent revenir. Donc nous avons le devoir de les neutraliser. Quand ils reviennent, de les arrêter et de les faire condamner. Mais quand ils sont sur place, je ne peux pas savoir où ils sont. Et ils ne sont pas des cibles en tant que tels, c'était le sens de ma question. On ne peut pas dire on va frapper telle ou telle catégorie de terroristes. Nous frappons les camps d'entraînement des terroristes. Les réfugiés, j'ai annoncé que la France en accueillerait 24 000 exactement, enfin on avait déjà pris des dispositions, 24 000 dans les 2 ans qui viennent. Et en Allemagne, c'est 500 000 qui sont déjà arrivés. Donc il y a un moment où il faut que chacun prenne conscience de ce qui est là ou de ce qui n'est pas là. Et n'utilise pas les réfugiés, les étrangers, ceux qui seraient différents, comme une peur qu'il faudrait absolument diffuser dans le pays pour avoir des suffrages. Et de son côté, John Kerry confirme une réunion dans les prochains jours avec des dirigeants russes, turcs et saoudiens pour chercher une solution politique au conflit. Les États-Unis tentent d'éviter la destruction totale de la Syrie, affirme le secrétaire d'État américain. Dans un instant, nous irons au Canada où 26,5 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. Direction le Proche-Orient, depuis 2 semaines, la Cisjordanie et Jérusalem-Est sont en proie à une escalade de violence qui fait redouter une nouvelle intifada. Dans ce contexte, la France aurait lancé une idée qui fait sortir de ses gonds Israël. La proposition par Paris d'une présence internationale sur l'esplanade des mosquées serait à l'origine de la convocation ce matin de l'ambassadeur français au ministère israélien des Affaires étrangères. Hier soir, l'État hébreu a accusé la France de récompenser le terrorisme. Benjamin Netanyahou s'est notamment offusqué que le texte soumis au Conseil de sécurité de l'ONU n'inclut aucun rappel de l'incitation à la violence et au terrorisme de la part des Palestiniens. Réaction implicite des États-Unis à la proposition française. Washington ne recherche pas une modification du statu quo par des partis extérieurs, assure John Kerry. Le secrétaire d'État américain confirme par ailleurs sa rencontre dans les prochains jours avec le Premier ministre israélien d'une part et le président palestinien d'autre part et appelle les 2 parties à la retenue. Israël a entamé hier soir la construction d'un nouveau mur à Jérusalem-Est. Il est censé protéger des résidents juifs d'attaques lancées depuis un quartier palestinien voisin. Florian Rodeau nous en dit plus. D'imposantes dalles de béton trônent désormais au beau milieu des rues de Jérusalem. Haute de 5 mètres, on peut y lire en hébreu l'inscription « Barrage de police temporaire et mobile ». Installée ce dimanche, elle sépare le quartier juif d'Armon HaNadiv et le quartier arabe de Jabal al-Mukhaber. Un rempart efficace contre les pierres et les bombes incendiaires selon les autorités israéliennes en cette période d'extrême tension. L'initiative a du mal à passer chez les résidents arabes. Cela me fait penser à un mur d'apartheid. Nous en avions déjà un entre nous et la Cisjordanie, mais maintenant nous en avons un aussi à Jérusalem. Comme Hanan, beaucoup d'habitants ici se disent victimes de discrimination. De l'éducation au ramassage des ordures, ils s'estiment mis à l'écart par les autorités de leur ville. Ici, dans le vieux Jérusalem, les rues habituellement bondées sont presque désertes.
Des soldats israéliens sont en patrouille dans la zone et fouillent les Palestiniens qui souhaitent entrer. Les Israéliens ne veulent pas de nous ici, ils ne veulent pas qu'on ouvre des boutiques ou que l'on cultive les terres. Lorsque nous venons travailler, ils nous fouillent et nous harcèlent. Mais nous sommes bien là et nous allons rester. L'installation de ces dalles de béton est un sujet sensible. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, qui s'est toujours prononcé contre une division de Jérusalem, est aujourd'hui sous le feu des critiques, accusé de vouloir scinder la population selon des critères ethniques. En Égypte, les élections législatives ont débuté hier. Le vote va se tenir en plusieurs étapes jusqu'au 2 décembre. Quelques 55 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. Le futur Parlement est censé symboliser un retour à la démocratie, alors même que le président Al-Sisi est considéré de plus en plus autoritaire. Ce dernier est donné gagnant d'avance. Il s'agit du premier scrutin depuis la dissolution du Parlement en 2012. Les grands absents de ces élections sont les frères musulmans. Lors des dernières législatives, ils étaient sortis vainqueurs avec 46% des sièges. Déclarés organisation terroriste, ils sont interdits dans le pays depuis la destitution de leur chef de file, Mohamed Morsi, en juillet 2013. C'est la première fois en 30 ans qu'un scrutin se joue sans eux. L'heure est également aux élections pour les Canadiens. 26,5 millions d'électeurs votent aujourd'hui d'un bout à l'autre du pays. Selon les derniers sondages, c'est le Parti libéral qui serait en tête des intentions de vote. Reportage à Montréal de Frédéric Guiraud. N'oubliez pas de voter, la consigne est sur les lèvres de tous les chefs de parti et de leurs militants. Après une harassante campagne de 78 jours, le Canada doit élire aujourd'hui son Parlement et le parti qui formera un nouveau gouvernement. Si les libéraux de Justin Trudeau sont donnés vainqueurs dans les derniers sondages, personne ici ne veut relâcher les efforts à ce stade. C'est une élection qui est très serrée. Les gens ont un choix, puis on essaie d'offrir le meilleur choix. C'est vrai qu'on regarde les sondages, tout le monde regarde les sondages, mais la réalité est bien différente sur le terrain, puis il faut vraiment continuer de faire notre travail. Car à quelques heures du scrutin, près d'un électeur sur 3 serait encore indécis, comme Simon Larivière. Si ce conservateur convaincu pense malgré tout qu'après 9 ans au pouvoir, Stephen Harper doit céder sa place, il ne sait toujours pas à qui ira son vote. Je suis vraiment indécis, j'aime pas vraiment le programme que les libéraux proposent. Et puis, je ne sais pas si je crois au plan ou au succès potentiel du plan de relance des libéraux. Relancer une économie entrant en récession cet été, c'est la préoccupation majeure de la population. Pour y parvenir, le Parti conservateur prêche pour l'équilibre budgétaire et un contrôle assez strict des dépenses. Du côté libéral, on projette plutôt d'investir 85 milliards d'euros sur 10 ans dans les infrastructures pour créer de l'emploi. Mais sans une majorité au Parlement, les libéraux devront composer avec le nouveau Parti démocrate de Thomas Mulcair pour appliquer leur programme. On s'attend à ce que M. Mulcair fasse élire probablement une 50aine de députés. Donc, il pourrait avoir la balance du pouvoir. Et si les libéraux parviennent à se rapprocher de la majorité sans pouvoir l'obtenir, ils pourraient se tourner vers cette formation politique, sachant bien que leurs politiques sont très semblables. Aujourd'hui, l'incertitude reste donc totale, car la dispersion des votes entre néo-démocrates et libéraux pourrait aussi permettre aux conservateurs de Stephen Harper d'être réélus ce soir. Fin de cette édition, tout de suite, le rappel des titres. Pierre Achache et Waref Sleiman sont libres. Les deux activistes du mouvement civil avaient été arrêtés le 8 octobre dans le centre-ville de Beyrouth. Moscou annonce avoir bombardé 49 cibles terroristes en Syrie ces dernières 24 heures, dont des positions du Front Al-Nosra et du groupe État islamique. L'ambassadeur français convoqué par le ministère israélien des Affaires étrangères après la proposition par Paris d'une présence internationale sur l'escalade des mosquées. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous.